Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de cette série de webinaires en deux parties sur les pratiques prometteuses pour améliorer l'accès aux soins primaires dans les communautés nordiques rurales et éloignées de SC. Je m'appelle Jennifer Major et je suis responsable principale de programme chez Excellence en Santé Canada. J'aimerais tout d'abord souligner que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis toujours de Ottawa. Et en particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa et qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu. J'ai grandi à Terre-Neuve et j'aime bien parler du fait que c'est du territoire Mi'kmaq. La plupart de ma famille y habite encore. On habite à distance de marche l'un de l'autre et j'ai hâte de les voir la semaine prochaine. On aimerait savoir d'où vous venez, de vous appeler, d'où vous êtes branché. Alors, quelques questions de cuisine interne. Alors, nous avons le plaisir d'offrir une interprétation simultanée, en plus d'avoir une session qui est enregistrée. Donc, c'est vers le français. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Alors, pour y arriver, il faut aller au bas de l'écran. Vous allez voir une icône vers la droite. Cliquez là-dessus, un menu apparaîtra et vous aurez accès à l'interprétation. Et à partir de là, vous aurez accès à cette caractéristique. Alors, nous vous invitons à soumettre vos questions, vos commentaires tout au long de la présentation grâce à la boîte de cavardage. Et on vous demande de participer, de faire des commentaires tout au long de la séance. On veut s'assurer d'entendre parler tous les présentateurs. Il y aura donc une période de questions-réponses après que les présentations aient été faites. On disposera environ de 10 à 15 minutes pour le faire. On a bien hâte. Et si vous avez besoin d'une assistance technique à n'importe quel moment de ce webinaire, veuillez envoyer un message directement à Tech Support, soutien technique. Et on s'assurera de vous obtenir le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir participer. Je suis votre hôte pour la prochaine heure, comme je l'ai déjà dit, mais nous avons trois co-autres accompagnateurs, Kevin Sampson, Linda Lee et Larry Bremner. Alors, parmi nous aujourd'hui, ils ont été les accompagnateurs du programme Consolider les soins primaires depuis un an et demi maintenant, et je vais maintenant leur céder la parole pour qu'ils puissent se présenter avant que l'on se lance en affaires. Alors, Kevin, à vous d'abord. Merci, Jen et Kevin Sampson. Est-ce que vous voulez que je parle de mon expérience en tant que coach ou c'est davantage une espèce de présentation de qui je suis? Oui, d'abord, présentez-vous. Ensuite, on parlera de votre expérience en tant que coach quand on en arrivera à la partie discussion. Alors, Kevin Sampson, un médecin de famille en Ontario et je travaille avec Excellence en Santé Canada depuis 3 ou 4 ans maintenant. Super. Larry, maintenant à vous. Bonjour à tous et toutes. Larry Bremner, métis. La personne derrière moi chauve mon grand-père et mon arrière-grand-mère qui a épousé Moïse Bremner. Lui et mon arrière-grand-père et son père, mon arrière-arrière-grand-père, étaient deux de 30 personnes métisses qui ont signé une pétition envoyée au gouvernement fédéral faisant une protestation par rapport à une reprise de territoire par une société de colonisation dont ils se sont battus durant Potash. Après Potash, ils sont allés aux États-Unis et finalement se sont retrouvés à Dormy en Saskatchewan en 1905. Je suis ancien président sortant de cette euh, société et la société de ses fellows. Alors, merci. J'ai bien hâte d'écouter les discussions d'aujourd'hui. Merci, Larry. Et on va céder la parole à Linda, donc maintenant. Bonjour, merci à tous. Je suis Linda Lee. Comme vous le savez peut-être, et peut-être d'autres non, Larry et moi sont des partenaires dans la vie. Et c'est ce que vous allez voir dans mes clichés, d'ailleurs. J'ai des origines J'étais sur le Manitoba, territoire de métis. Larry et moi sommes des partenaires dans le côté Proactive Information Services qui a commencé en 1984. Ancienne présidente sortante également du Canadian Valuation Society et Fellow, comme Larry.
Et vous voyez, comme l'indique mes clichés ici, que j'aime beaucoup les chiens. Super, merci beaucoup, Linda. Nous aurons également rejoint plutôt par trois autres intervenants issus d'équipes du programme Consolider les soins primaires qui nous feront part de pratiques prometteuses et ont permis d'améliorer l'accès aux soins primaires. Alors, au cours de la discussion d'aujourd'hui, nous entendrons discuter d'exemples de pratiques prometteuses pour améliorer la sûreté, y compris la sûreté culturelle des soins primaires en équipe dans les communautés nordiques rurales éloignées. Donc, ce sont des pratiques que les équipes de ce programme ont avancées durant plus de 12 mois. On va parler de certains des facteurs clés de succès et enseignements tirés pour soutenir la mise en œuvre, la durabilité ainsi que la diffusion, certaines stratégies qui ont été utilisées pour favoriser les partenariats entre la communauté, le personnel de santé et les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que des réflexions. Comment ces pratiques et stratégies prometteuses peuvent-elles être adaptées et diffusées ailleurs? On vous invite à y réfléchir également tout au long des discussions d'aujourd'hui. Comment ces pratiques prometteuses pourraient fonctionner là où vous vous trouvez. Et ces pratiques sont disponibles sur le site web de ESC au moment où on se parle. On va inclure ça dans la boîte de clavardage. Je vous encourage à aller voir ça. Donc, les équipes du CSP, Consolider les soins primaires, a réuni 20 équipes de prestataires de soins primaires, d'organisations ainsi que de communautés, donc, qui ont travaillé pendant environ un an, à partir de novembre 2023 à novembre 2024. Ces équipes représentaient plusieurs communautés nordiques et rurales éloignées dans 10 provinces et territoires du Canada. L'une des 20 équipes, Terre-Neuve et Labrador, ou Newfoundland and Labrador Health Services, a fait progresser 5 pratiques prometteuses uniques pour répondre aux besoins des personnes et des prestataires dans l'ensemble de 7 provinces. Et nous en avons entendu parler une de ces équipes dans la partie 1 de cette série en deux parties du webinaire. Les équipes ont participé à toutes les étapes du processus d'amélioration, y compris celles qui sont en cours de planification. Donc, les équipes avaient des idées, un plan de ce qu'elles voulaient faire pour aller de l'avant, pour améliorer l'accès. D'autres l'avaient déjà mise en œuvre et cherchaient à diffuser et d'avoir un rayonnement plus large. Alors, les 20 équipes avaient un objectif global commun, améliorer l'accès équitable à des soins primaires de qualité, sûrs et culturellement adaptés, dispensés en équipe et plus près du domicile dans les communautés nordiques rurales éloignées. Cependant, chaque équipe a mis en œuvre une pratique prometteuse unique pour atteindre cet objectif, conçu pour répondre au mieux aux besoins de leur communauté et de leurs prestataires. Il y a des pratiques, par exemple, qui se concentrent notamment sur les domaines suivants, ceux qui se sont concentrés sur l'amélioration du soutien et la rétention de la main-d'œuvre, modèles et soins innovants, améliorer l'accès aux soins pour les personnes disposant ou non d'une équipe de soins primaires, des soins virtuels appropriés, prévention de gestion des maladies chroniques, équipe mobile de santé. Ça aussi, on a vu ce genre de choses, vraiment des idées très innovantes. Et une équipe qui a travaillé sur les structures de gouvernance dirigées par les Premières Nations. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est vraiment tout récent. Et plusieurs des pratiques, même si ce cadre vont vous parler de certaines visions en particulier, beaucoup de ces pratiques prometteuses adaptées se sont concentrées sur plusieurs de ces domaines. Les soins virtuels appropriés, c'est également concentré sur le soutien de la main-d'œuvre, par exemple, dans la prévention des maladies chroniques, voilà, prévention et prise en charge des maladies chroniques. Alors, les soutiens apportés par ESC dans le cadre du programme, qui sont les suivants: financement de démarrage jusqu'à environ 50 000 par équipe, des événements virtuels et personnels de mise en réseau, de coaching ou d'accompagnement. Et l'accompagnement, c'était vraiment une approche porte ouverte. Les équipes ont été invitées à contacter ESC pour demander de l'accompagnement pour toute orientation qu'ils souhaitaient recevoir. Et les coachs ont révisé la mise en œuvre et l'élaboration créée par les équipes et ont offert de la rétroaction pour considération des équipes. Chaque coach a eu un appel avec l'équipe avec laquelle ils travaillaient étroitement pour vraiment mieux comprendre les objectifs et ce qui était recherché, quelles étaient les visées pour comprendre s'il y avait des moyens concrets d'aider. Bon, les équipes ont été soutenues par ESC. Il y a eu l'élaboration de résumés de pratiques prometteuses afin d'aider les équipes à les partager, de susciter des discussions sur la manière dont des approches similaires pourraient être adaptées et appliquées ailleurs, et aussi pour générer davantage de discussions, évidemment. Et évidemment, nous avons soutenu les équipes pour faire progresser ces pratiques prometteuses afin d'améliorer l'accès
à des soins primaires sûrs, et comme eux le voulaient, bien entendu. Alors, quels sont les exemples d'impact ou d'incidence sur le programme CSP, Consolider les soins primaires? Bon, ce cliché est très chargé, je ne pourrais pas rendre justice, mais il y avait 19 équipes qui ont partagé le rapport final avec le SC afin de partager les impacts qu'elles ont obtenus, y compris à partir des récits de patients et de prestataires. Très touchant, très, très, très inspirant à écouter. Et la valeur qu'elles ont ressentie en participant, qu'elles ont ressentie plutôt en participant. C'était, bon, on parle de 66 000 et plus de patients qui ont été atteints par des pratiques prometteuses qui ont bénéficié du programme CSP. C'est spectaculaire. D'autres exemples d'incidence. Beaucoup d'équipes ont dit qu'il y avait des améliorations de l'expérience des prestataires, notamment par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plus grande joie au travail. D'autres équipes ont parlé de réduction du nombre de visites aux urgences pour des pathologies qui pouvaient être traitées en toute sécurité de manière appropriée dans le cadre de soins primaires, amélioration de l'expérience et de l'accès des patients. Donc, tout se fait à un moment davantage opportun, ainsi qu'on a parlé de changements visant à promouvoir des pratiques culturellement sûres par le biais d'un partenariat avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et d'autres communautés euh, méritantes d'équité. Alors, certaines des citations qu'on a vues, alors je vous encourage à regarder ça dans le clavardage, parce que vraiment, c'est de la part des membres, des patients, des membres du personnel, de la communauté. On n'a pas pu tout mettre, mais on a entendu cela. euh, Grâce à l'infirmière régionale de garde, par exemple, ou le programme permanence infirmière. Mes nuits de garde sont beaucoup plus faciles. Je peux dormir et me reposer pour des situations urgentes. Sans cela, je ne pense pas que je travaillerai encore dans le nord infirmière. Quelqu'un d'autre a dit que 75 des patients déclarent que le fait d'avoir été vu à l'annexe, la pratique que cette équipe avait avancée dans une bibliothèque communautaire, leur a permis d'éviter une visite aux urgences. Et une autre citation d'un autre partenaire patient d'une autre équipe, ce programme a changé la vie des gens en les aidant à soulager et gérer leur douleur et en leur permettant d'obtenir le traitement dont ils avaient besoin dans leur propre communauté au lieu de devoir à faire des heures de route pour obtenir la même chose ailleurs. Voilà, ce sont des exemples, des impacts du point de vue des perspectives donc des différents prestataires et fournisseurs. On est bien content d'avoir été impliqués, même à petite échelle là-dessus. Alors, quels sont les succès qu'ont partagé les équipes? Alors, il y a la question de la collaboration euh, avec la communauté et le personnel de santé pour s'assurer que la pratique réponde à leurs besoins, la souplesse pour s'adapter aux défis et aux contributions de la communauté et de la main-d'œuvre. Bon, il y a la question de partager les progrès et les bonnes nouvelles avec l'équipe et la communauté, une rétroaction en boucle, donc continue des prestataires, des fournisseurs, des patients pour vraiment partager comment toutes ces données sont utilisées. Le financement, évidemment, est, est- apporte toujours les améliorations. Donc, le financement de SC est utilisé pour de l'équipement, des postes, l'engagement communautaire. Les individus avaient le temps de travailler sur ces efforts d'amélioration et de ne pas le faire sur le bord de leur table. Ensuite aussi, il y a la question de l'engagement communautaire, une équipe et qui a le temps nécessaire pour faire le travail, y compris un genre de leadership et le responsable des mesures et le responsable de l'équipe, toujours très important. Quelques-unes des leçons apprises dans les rapports finaux, nous avons également posé la question aux équipes de partager certaines leçons apprises qu'elles recommanderaient aux autres de prendre en compte s'ils adaptaient leur pratique à l'environnement communautaire. Alors, assurer une présence visible au sein de la communauté, rencontrer les gens en personne permet vraiment d'instaurer un climat de confiance et de mieux comprendre les idées, les besoins, les possibilités de la communauté, ce qui peut contribuer à l'amélioration de la situation. Constitue plutôt une équipe diversifiée avec de nombreux champions pour soutenir le processus d'amélioration, même en cas de problème de personnel, de contraintes de temps et de complexité du changement. Lorsque ces champions sont là, si d'autres quittent ou s'il y a des problèmes en termes de dotation d'effectifs, il y a davantage de gens qui peuvent aider. Planifier pour la pérennité dès le départ, pour s'assurer que les personnes et les ressources sont en place et pour maintenir la priorité de l'organisation et de la communauté, et aussi de ne pas hésiter à modifier le plan. Dans le cadre de ce programme, les équipes sont arrivées avec un plan de mise en œuvre ou de déploiement qu'ils ont pu ajuster au fil du temps.
Certaines équipes ont changé le plan du tout au tout parce qu'ils ont bien compris que ça ne répondrait pas aux besoins des communautés, des fournisseurs ou pour d'autres raisons. Alors, d'avoir cette confiance, de pouvoir recommencer ou de vraiment changer, peaufiner les choses qu'on avait imaginées, ça, c'est quelque chose dont on a entendu parler de plusieurs équipes. Alors, voilà pour les antécédents du programme et les résultats très enthousiasmants que nous avons déjà vus suite à tout le travail qui a été fait par l'équipe. Et maintenant, je vais passer aux à trois équipes qui vont partager leurs pratiques qu'ils ont cherché à avancer grâce au programme et de réfléchir à la valeur du programme ESC pour eux. On sait que ces programmes sont importants, même sans l'aide de Excellence en Santé Canada, mais avec l'aide d'Excellence en Santé Canada, et qu'est-ce que cela a donné en plus de ce qu'ils auraient pu faire de toute façon sans nous? Alors, au prochain cliché, bon, je vais inviter Judy Hill et Lisa Hawkins, qui font partie du Petawawa Family Health Center, basé en Ontario, Renfrew County, en Ontario, de parler de soins virtuels intégrés. Alors, Judy, je pense que c'est vous qui prenez la parole avant tout. Oui, c'est bien ça. Je suis Judy Field, directrice exécutive de Petawawa Centennial Health Center, responsable administratif pour ces soins virtuels intégrés SVI, et je suis également au siège du centre de triage, ou VTAC. Alors, quelques faits. Renfrew Car est quand même très gros. On est en pénurie chronique de prestataires de soins de santé primaire. Et Renfrew County a donc un taux de non-attachement de 20%. Si on regarde ce qui s'est passé au mois de mars 2020, avec le début de la COVID-19. Une équipe de partenaires menée par Red Fruit County et le District Health, donc la Fed et les hôpitaux, et Dr. Jonathan Fitzsimon et notre propre Lisa Hawkins, qui va bientôt prendre la parole. Ils ont bâti FITEC en 10 jours, centre virtuel de triage et d'évaluation. Il y avait une pénurie de médecins qui était aggravée et parce qu'un médecin à temps plein a quitté pour aider avec la gestion de la COVID-19 dans un hôpital local. Le PCHIC, donc, a commencé une version de soins virtuels et lorsque Lisa m'a présenté à Jonathan, Dr. Jonathan Fitzsimon, je l'appelle mon partenaire en crime, n'est-ce pas? Eh bien, la question des soins virtuels intégrés sont arrivées. Alors, il y a un médecin de famille qui travaille de façon virtuelle et les patients sont appuyés par une équipe de prestataires de soins interdisciplinaires qui peuvent fournir des soins sur place ou in situ si nécessaire. Les soins peuvent être prodigués de façon virtuelle ou in situ ou chez le domicile avec des services paramédicaux communautaires ou ailleurs avec un médecin en virtuel. Tout cela selon les besoins cliniques et les préférences personnelles. Les avantages pour les médecins comprennent de la souplesse des heures à temps partiel souple, équilibre vie privée, vie professionnelle, aucun frais administratif, soutien administratif par l'équipe, le centre. Et je le répète, pas de frais d'administration supplémentaires. Les avantages, les vacances, du temps de congé personnel, santé oculaire et dentaire. Et on a débuté aussi en 2024 avec un régime de retraite. Les avantages pour l'équipe santé de famille, eh bien, cette pratique est vraiment pousser les gens à travailler selon leurs pleines compétences dans un milieu collaboratif, fournissant des soins offerts par des équipes pour les gens qui n'avaient pas accès aux soins primaires. Et ça n'augmente pas la charge de travail pour les médecins qui sont sur les sites, mais augmente l'accès équitable aux soins de santé. Comment les médecins sont-ils payés? Les modèles de financement associés à cette pratique, y compris le modèle DSM, Blended Salary Model, c'est ce que le Centre Petawawa fait et est, et d'autres types de modèles sont possibles, ainsi que ce qu'on appelle les fameux CHC. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre partenaire, Lisa Hawkins. Merci beaucoup, Judy. Merci à toutes et à toutes. Comme l'a dit Judy, je suis Lisa Hawkins et je travaille en tant que spécialiste d'amélioration de la qualité avec les équipes familiales dans la région de Champlain et également
en tant que responsable de la transformation pour le Ottawa Valley OH Team. Alors, je travaille sur plusieurs initiatives avec Judy, mais aussi avec Dr. Fitzsimon. Et je vais vous exposer quelques chiffres. Comme Judy l'a dit, le lancement officiel de SVI, Soins virtuels intégrés, était en 2021 et depuis, nous avons élargi à deux autres endroits en placement. Nous en avons trois des équipes familiales sur le plan local qui ont ce programme de soins virtuels intégrés. Nous avons 20 médecins qui travaillent pour le groupe et nous avons pu attacher plus de 6 500 personnes qui n'avaient pas accès à des soins primaires. Et c'est extraordinaire. Alors, c'est une façon différente d'offrir les soins primaires, mais c'est vraiment très exhaustif, basé sur les équipes. Et comme tel, nos patients SVI ont accès à Allied Health et tous les programmes et les services qui l'accompagnent. Alors, pour ce qui est de l'incidence, maintenant, ces personnes ont accès à des soins préventifs, des dépistages pour le cancer, l'immunisation, gestion de maladies chroniques. Par exemple, 20% des personnes qui rentrent en SVI et qui ont dit qu'ils étaient des fumeurs, par exemple, ont maintenant accès à des programmes pour tenter d'arrêter de fumer grâce à Petawawa Health Center. Nous sommes également en mesure de voir une réduction dans les visites aux services d'urgence et nous vérifions quels sont les impacts sur les réadmissions dans les hôpitaux. Je sais que c'est un impact important pour le centre de santé, pour les pratiques. On s'est fié sur les outils numériques pour la première fois, je dirais, pour ce qui est de signer un formulaire, des formulaires de consentement, euh, euh, aussi d'accueil, etc., de bâtir un genre de tableau rapidement. Et nous sommes continuellement en train d'améliorer, évoluer, surveiller. Et ce processus a été maintenant entrepris par le centre de santé, le Health Center, même pour les médecins sur place. Donc ça a été très utile. Alors, les clés du succès. Beaucoup de choses ont rendu ce programme couronné de succès, mais je vais s'en souligner deux qui sont très importants. Bon, le leadership. Nous avons quelqu'un d'extraordinaire dans la personne de Judy et Dr. Jonathan Fitzsimon aussi, mais aussi nous avions beaucoup de soutien du conseil. Et ça, c'est très, très important parce que ça a été quelque chose là, au tout départ. Et les partenaires communautaires aussi ont fait preuve de beaucoup de soutien. Autre chose qu'il est important à noter, pour que ce programme fonctionne, nous avons besoin d'avoir accès à des évaluations en personne parfois. Alors, nous avons du temps d'infirmière praticienne qui est associé, inclus dans tout ça. Parfois, ça peut être un autre médecin à l'intérieur du groupe. Et donc, le patient et leur médecin se trouvent toujours au cœur de ces soins primaires. Mais si une visite in situ est nécessaire, eh bien, le patient doit avoir un rendez-vous avec cette infirmière praticienne sur site. Toute cette information est envoyée au médecin et le médecin fait un suivi, fait le travail qui doit être fait et considère les prochaines étapes éventuelles. Les outils numériques dont j'ai déjà parlé, je vais les répéter parce que je pense que c'est super important. On est avec AI Scribe Pilot avec ce programme pour voir si des scribes peuvent nous aider avec le fardeau administratif pour tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit Allied Health et les médecins. Nous nous fions sur les prises de rendez-vous en ligne. Tout le monde a des rendez-vous disponibles en ligne. Plusieurs de nos programmes Allied Health et services, etc., on peut avoir accès comme auto-recommandation, mais aussi en ligne. Tout cela est possible. Pour ce qui est de leçons apprises, nous avons appris plusieurs choses, je dirais, et je suis sûre que ça va continuer. Mais quelque chose qui était très important dès le départ, on a commencé à percevoir des données et on y réfléchissait sérieusement et ça a été vraiment très, très utile. Cela nous a permis de surveiller le programme et à toute fin pratique, comprendre quels étaient les ingrédients qui font que ce programme fonctionne. Nous avons été en mesure de faire le suivi du nombre de rencontres, etc. Donc ça, cette perception de données était très importante. Nous avons été impliqués dans des évaluations officielles aussi l'expérience des fournisseurs, la taux de participation au programme. Et nous
faisons une évaluation des soins virtuels intégrés où on peut avoir accès à d'autres types de données pour qu'on voit ces patients SVI, soins virtuels intégrés, et voir à quel point ils utilisent le système de santé comparé à comment ils utilisaient le système de santé et à quoi ça ressemble aujourd'hui comme portrait. Donc, au bout du compte, on espère voir des bénéfices du point de vue des coûts aussi, l'avantage coût-bénéfice. Donc, le avant et le après. Autre leçon apprise très importante, il faut déterminer comment vous allez avoir accès à vos patients. Alors, on peut utiliser le système VTAX que Judy a mentionné. Alors, on savait qui avait accès à VTAC parce qu'il n'avait pas de médecin et on a été en mesure d'offrir aux gens dans le ménage, dans le foyer, d'être associés à un prestataire de soins primaires grâce à SVI, les soins virtuels intégrés, ce qui a aidé à ce qui a permis une espèce de mise à niveau. Et Excellence en Santé Canada a joué un rôle vraiment primordial pour faire en sorte que nous nous rendons où nous sommes aujourd'hui. Donc, je vais recéder la parole à Judy qui va donc partager quelques mots de fin pour expliquer à quel point tout cela a été très bénéfique. Judy, vous êtes en mode sourdine. Bon, on penserait que je le saurais. Alors, Excellence en Santé Canada a vraiment bonifié la valeur de notre programme sur plusieurs plans. L'accompagnement de premier ordre qui a été fourni, la structure aussi, surtout quand il est question de participation des patients. Ils nous ont encouragés à augmenter euh, notre collaboration avec les patients, réseautage avec les experts sur le terrain, que ce soit du côté médical ou que ce soit même virtuel. Et aussi de l'aide avec une idée en tête, de façon express. Vous avez le talent, pas nous, le soutien financier, mais aussi vous nous avez encouragés. Et nos ressources ont maintenant été partagées avec OH et le ministère de la Santé également. Et je vois quantité de gens qui aimeraient que l'on partage nos données davantage. Alors, tout cela est formidable, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, je vois des commentaires. Et je sais que SVI, Judy, Lisa et Dr. euh, euh, Jonathan Fitzsimon ont fait ce qu'ils ont dit, une évaluation robuste et ont des publications et sur la question des soins virtuels intégrés, SVI, et aussi d'autres aspects connexes. Alors, Judy, Lisa, s'il y a des articles que vous voulez partager, ce serait formidable. Je sais qu'il y a des questions peut-être dans le clavardage que vous aimeriez ajouter, auxquelles on pourrait répondre également. Et on va en arriver au segment de la discussion sous peu. Avant de passer la parole à la prochaine équipe, je dirais ceci. Une des choses dont Judy a parlé, c'est le soutien de SC dans la conception. Alors ça voudrait dire la conception, par exemple, de ces pratiques prometteuses, les fameuses synthèses. Il y a eu un gabarit pour cela que nous avons créé, que nous pensions serait très accrocheur et on a aidé avec l'édition, la création du contenu pour cela. Donc, c'est un outil que les équipes pouvaient partager et utiliser tout au long de leur conversation et leur discussion avec les bailleurs de fonds, d'autres communautés, d'autres cliniques de soins primaires pour les soutenir, pour les aider à mieux comprendre comment ils pouvaient mettre en œuvre cela eux-mêmes, si c'était un bon appariement. Autre ressource que Esther a intégrée dans la boîte de clavardage et qu'on a intégrée avec l'équipe de soins virtuels intégrés, Judy, Lisa, Jonathan. Bon, il a fait deux choses. Un genre de guide de ligne directrice SVI et un guide patient. Alors, quelqu'un dans la boîte de clavardage qui expliquait un peu où nous en étions maintenant. Donc, on a puisé à même les perspectives de ce qui s'était passé, l'expérience. Et puis l'idée est d'offrir une orientation pour les organisations qui considèrent l'adoption d'un programme soins virtuels intégrés. Explore comment SVI peut être intégré aux équipes, les modèles d'équipe qui existent déjà dans les soins primaires, les étapes à suivre pour y arriver, pour réaliser tout cela et optimiser la performance. Et aussi, on parle de références pour des équipes déjà existantes, SVI, Renfrew County, il y en a deux autres cliniques en Ontario, pour aider à former du nouveau personnel, comment documenter les différentes politiques et les procédures, faciliter l'amélioration continue, ce genre de choses.
Et dans ces lignes directrices, ou ce manuel d'orientation, il y a d'autres outils qui sont mentionnés. Tandis que nous travaillons avec les équipes, elles nous ont indiqué, oui, mais que dire des patients qui font partie d'une clinique SVI et une pratique SVI? Comment mieux partager avec ces gens-là les services auxquels ils devraient avoir accès grâce aux soins virtuels intégrés? On est allé à Renfrew County avec le concepteur, si on peut, on a rencontré Judy, Lisa, des partenaires patients, et nous avons créé un genre de papillon, donc un document d'une page, un outil qui partage justement toutes ces informations. Alors, nous voulions vous expliquer certains de ces exemples. L'approche adoptée par ESC sur une équipe vient frapper à notre porte et veut de l'aide, eh bien, on peut les aider à faire avancer les choses et on espère toujours pouvoir aider. En tout cas, merci Judy et Lisa pour cette prochaine équipe du, de James, le Cree Board, sur les initiatives du Regional Nurse on Call, RNOC, ou permanence infirmière qu'on appelle en français. Est-ce que Risa est là? Est-ce que vous êtes en mode sourdine? Je ne sais pas. Raissa, je vous donne une dernière occasion, dernière chance. Et sinon, on cédera la parole à François. Non, tout va bien. Je n'avais pas la permission d'enlever ma propre sourdine. J'étais en train de l'indiquer dans la boîte de clavardage. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Risa. Je suis assistante chef infirmière. Pour la question de permanence infirmière, je travaille avec Frédéric, directeur associé. Nous travaillons pour le Conseil de la santé CREE et service de santé de la baie James, James Bay au Québec. Alors, pour vous donner une petite idée de la toile de fond, si on veut. Alors, il s'agit de 9 communautés rurales, deux qui ont des cliniques 24 heures sur 24. Les 7 autres communautés ont des cliniques qui sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 heures à 5 heures. Et dans ces cliniques, les infirmières doivent faire des rotations pour des tours de service. Donc, le défi auquel nous faisons face, c'est évidemment la pénurie, surtout après la pandémie. Tout cela a mené à des épuisements, des démissions et à limiter encore davantage l'accès aux soins primaires de la part des communautés. Donc, en réaction à cela, et bon, on parle de pratiques prometteuses pour créer ce service RNOC en anglais, permanence infirmière. Il s'agit donc d'un programme de triage centralisé offrant des soins de santé primaires en dehors des heures d'ouverture dans les communautés CRI du nord du Québec où la pénurie du personnel infirmier a amené son lot de défis. Donc, de 8 heures du soir à 8 heures du matin, il y a des appels au sein des 7 communautés qui sont transférés à une infirmière régionale et qui fait une évaluation au téléphone. Voilà, et même un suivi. Les appels non urgents peuvent être traités au téléphone ou des rendez-vous pour le lendemain peuvent être réservés, organisés et toute question urgente est envoyée à la clinique dans leur communauté pour une évaluation en personne. Alors, nous avons certains facteurs clés qui sont très importants. À l'intérieur d'un an, plus de 6 000 appels ont fait l'objet de triage et de ces appels, 52% de ces cas ont été résolus par téléphone, donc réduisant les visites dans les différentes cliniques ou les services d'urgence. Cette réduction en appel a a baissé la charge de travail dans les cliniques pour les infirmiers, ce qui a eu un impact positif sur l'attention et a amélioré la vie des patients.
patients puisque les infirmiers et infirmières sont plus reposés et ont des heures de travail plus raisonnables. C'est un logiciel de triage au long de la nuit. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau depuis ce programme Permanence infirmière, Regional Nurse on Call. Alors, la communauté s'est adaptée au changement. Infirmière nous a permis à développer ce lien, à aider à développer ce lien, de réfléchir entre les gens qui s'y trouvaient et tirer parti de leur expertise, de leurs connaissances et de répondre aux questions que ces personnes pour cela donne lieu des liens, meilleure communication entre les différentes équipes, la communauté, etc. C'est gagnant-gagnant. La question du triage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi, on a pu offrir de l'éducation aux infirmières régionales pour ce qui est du triage par téléphone, enregistrement euh, vocal, ainsi que donc les communautés pouvaient réagir de façon anonyme sur boîte vocale à leur expérience. Alors, de se rencontrer à Winnipeg pour apprendre des autres qui travaillent sur des projets semblables et donc établir des liens avec des gens, ça a été très, très inspirant également et très utile. C'est très inspirant, c'est du travail qui est semblable à ce que l'on fait. Et on continue à créer des liens avec des partenaires au sein des communautés, avec des sages-femmes et euh, une ligne gratuite en psychologie. On continue à glaner des données et nous sommes en cours euh, d'évaluer la qualité du triage par téléphone. On veut voir s'il y a une différence entre le début du lancement de Permanence infirmière et la situation actuelle avec le programme Permanence infirmière. Merci beaucoup, Risa. Quel exemple extraordinaire d'initiative qui améliore les résultats pour les patients, mais aussi pour les prestataires, afin qu'ils aient ce dont ils ont besoin pour soutenir les patients, mais aussi avoir cet équilibre travail-vie, vie au travail et vie privée, et qu'ils fassent donc leur travail du mieux de leur possible. Alors, merci beaucoup. Alors, la troisième équipe, accès adapté. Alors, je vais céder la parole à François qui va se présenter. François, vous allez nous laisser savoir lorsque vous voulez que l'on affiche les résultats. Merci beaucoup. Je suis François Bordelot. Je suis coordonnateur de recherche et coach ou accompagnateur à l'Université de Sherbrooke et nous travaillons sur l- l'accès adapté depuis, bon, plusieurs années maintenant, je dois dire, mais nous avons élaboré environ 37 cliniques en soins primaires que nous avons aidées, si on veut, soutenues à travers les ans. Et pour cette pratique en particulier, nous nous sommes concentrés sur 4 cliniques dans plusieurs régions, je dirais, à travers le Québec. Et pour ces 4 cliniques, un des problèmes était de s'assurer que les patients aient accès à ces services de soins primaires quand ils en avaient besoin, et toujours dépendant de leurs besoins. Parce qu'on voulait changer euh, le point focal de médecins en soins primaires à plusieurs professionnels de la santé, des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, thérapie, thérapie physique, etc. Nous voulions inclure la plus grande quantité de professionnels de la santé que possible. Et un des défis auxquels nous avons eu à faire face, surtout dans les cliniques ou avec les cliniques rurales ou semi-rurales, il y en a deux défis principaux. La plupart de ces cliniques sont décentralisées. Donc, il y a plusieurs sites à travers toute la région avec un ou deux médecins, quelques professionnels de la santé et d'autres plus petites équipes qui sont décentralisés, je le répète. Alors, d'avoir tout le monde travailler ensemble est un petit peu plus difficile que dans des cliniques euh, plus importantes, dans des régions urbaines, par exemple. Un autre problème, c'est que souvent, il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment d'équipes pour offrir les services à tout le monde. Ce qui mène au problème suivant. Bien des patients n'ont pas de médecin de famille, n'est-ce pas, ne sont pas rattachés à un médecin de famille, ce qui veut dire que les patients ont un besoin plus criant euh, à des services de toutes sortes, ce qui mène à d'autres difficultés.
pour les patients. Tout cela veut dire que nous voulions vraiment encadrer ces équipes afin de les aider à améliorer leur processus avancé. Nos pratiques prometteuses se font en trois étapes. Tout d'abord, on se rassemble en tant qu'équipe, on réfléchit, on établit les priorités, les objectifs, les visées, les mesures. On cherche à établir ce que l'on cherche à faire avec cette clinique. Et c'est un des aspects les plus importants du processus. Parce que souvent, surtout dans des régions rurales et ces cliniques décentralisées, c'est une seule occasion où toutes les équipes peuvent se rassembler et partager des idées et réfléchir à ce qu'elles cherchent à réaliser dans leur propre région. Alors, vraiment, ça a été très, très, très intéressant, surtout avec ce programme. Alors, on a cherché à vérifier les cycles d'amélioration basés sur les changements que eux voulaient mettre en œuvre. Au lieu de passer d'amont en aval avec des idées dont nous disposions déjà. Alors, on essaie d'améliorer le processus le plus possible, y compris tout le monde à la clinique. Alors, ce n'est pas seulement les gestionnaires ou les médecins qui sont inclus, mais tout le monde, les agents administratifs, les infirmières, infirmiers, comme je l'ai dit, les thérapeutes en éducation physique, etc. Tout le monde est impliqué durant ces cycles de réflexion et aussi du co-mentorat avec les soins primaires et d'autres coachs et accompagnateurs. Donc, on peut partager les succès à travers les différentes cliniques en autant que possible pour améliorer la pérennité et aider à diffuser les bonnes idées, les partager pour avoir de meilleurs résultats. Il y a eu certaines incidences et j'ai euh, aussi d'autres clichés qui pourraient vous intéresser. On pourrait vous montrer ça. J'ai des petites choses à partager si vous voulez bien. C'est pour vous donner une petite idée des impacts possibles. Nous avons plusieurs données dont nous nous servons. Le troisième prochain rendez-vous disponible, dont on se sert beaucoup dans le type de mesures pour les modèles d'accompagnement pour l'AQ de l'accès adapté. Et il y en a qui ont tout un impact. Par exemple, pour certaines cliniques, ici, il y avait 2 semaines environ pour le troisième prochain rendez-vous disponible. Donc, il n'y avait pas de disponibilité pour les patients du tout, y compris leurs propres patients, mais certainement ceux qui n'étaient pas associés à un médecin. La population générale n'avait pas accès à des médecins du tout. On a changé tout cela. On parle d'une moyenne d'environ 6 jours et parfois 2, 3 jours pour le troisième prochain rendez-vous disponible. Donc, des résultats vraiment incroyables. On a vraiment amélioré l'accès pour les patients. On a atteint nos buts, y compris des soins urgents, des suivis. Donc, les résultats concrets. Et de façon générale, ceci a amélioré l'expérience fournisseur-patient dans toutes les cliniques parce que leur charge de travail est réduite, moins de tâches administratives. Donc, on a vraiment amélioré l'accès et cela donne un vent de fraîcheur, si on veut, et de vitalité aux fournisseurs. Pas toutes les cliniques ont connu des résultats formidables. Certaines cliniques avaient déjà du bon accès. Regardez ici, on parle de 2, 3 jours pour le troisième prochain rendez-vous disponible. Donc, l'accès n'était pas la priorité dans ce cas-ci. Mais pour cette clinique, par exemple, nous avons travaillé étroitement avec les gens de la clinique pour savoir ce qu'ils voulaient améliorer. Meilleur accès pour les infirmiers infirmières, euh, mieux pour la chirurgie, trajectoire simplifiée pour les patients qui avaient accès à des travailleurs, travailleuses sociales, infirmiers, infirmières, avoir un accès direct aux professionnels dont ils avaient besoin, pas que les médecins. Alors, même quand l'accès était déjà bon au sein de ces cliniques, ou bien en tout cas, eh bien, on s'est concentré sur leurs besoins, sur autre chose, l'accès à d'autres professionnels de la santé. Alors, ce qui étaient les deux facteurs clés de succès, financement pour les coachs ou les accompagnateurs pour l'AQ, tout cela a vraiment aidé. Nous savons que l'accès adapté peut aider à l'accès auprès des cliniques. Mais souvent, ces cliniques ne disposent pas des ressources pour bâtir ces stratégies dans leur clinique, pour élaborer des stratégies, partager. Donc, nous avons découvert que d'avoir des coachs pour l'AQ dédiés à ces cliniques a été très utile pour améliorer les choses.
Même, même quand ils pouvaient identifier ce sur quoi ils voulaient s'améliorer, ils avaient besoin d'aide. Ils n'y arrivaient pas tout seuls. Alors, nous avons été utiles dans ce sens et d'avoir une équipe locale très inclusive. Un assistant administratif, par exemple, et des médecins, et des infirmiers, infirmières, travailleurs, travailleuses sociales, etc. Tout le monde au sein de la clinique a été impliqué dans le processus. Et tout cela a été très important pour améliorer l'accès et pour bâtir l'engagement, si on veut, d'aval en amont. Des leçons apprises, comme je l'ai dit, d'avoir un accompagnateur de l'extérieur peut libérer du temps. Ensuite, il est possible de se concentrer sur la réflexion de l'équipe et développer des stratégies novatrices et ne pas s'inquiéter de toute la perception des données et des questions structurelles, mais aider de trouver de nouveaux moyens d'améliorer les choses. Lorsqu'il y a des grands défis dans la clinique, des grands changements, il est difficile d'allouer du temps pour l'amélioration, n'est-ce pas? Donc, de dédier le temps pour l'amélioration aide l'équipe. Cela veut dire qu'il est difficile de comprimer le temps pour ces interventions. On a un minimum de, disons, 16 mois, 18 mois pour s'assurer que réellement, nous pouvons améliorer sur la grande échelle. Oui, améliorer et montrer, faire montrer, euh, démontrer plutôt les améliorations. Sinon, nous n'avons pas suffisamment de temps pour bâtir les stratégies, bâtir l'équipe et changer la culture à l'intérieur des cliniques. Voilà. Une des choses qui a vraiment aidé, c'est le programme ESC, justement, qui nous a permis d'apprendre des autres équipes à travers le Canada, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui a déjà été essayé pour gagner du temps et aller au-delà de ce que nous avions vécu nous-mêmes. Donc, de partager entre équipes et des réunions comme celle d'aujourd'hui nous aident vraiment à mieux comprendre ce qui se passe et voilà, de recueillir de nouvelles stratégies pour améliorer encore plus les choses. Merci beaucoup, François. Merci de partager tout cela. Quel résultat positif vous avez pu mettre de l'avant et l'importance de bâtir avec les équipes dès le départ. Ce sont les équipes qui mènent le tout et qui engagent les autres dès le départ, qui mobilisent les partenaires. Quel travail extraordinaire que vous avez fait avec vos équipes. J'ai bien hâte d'en entendre davantage là-dessus. Merci beaucoup à tous nos présentateurs, présentatrices. Il nous reste que quelques minutes pour des réflexions et des discussions. Continuez avec la boîte de clavardage, mais je voulais céder la parole à Kevin, qu'il parle de lui-même et son rôle en tant qu'accompagnateur et comment le programme a été une expérience valable selon lui. Merci. Je pense que je vais faire écho à vos remarques. Je vais dire wow, tout simplement. Formidable de voir que les équipes aient tant réussi. Alors, félicitations. Et aussi, je voulais dire merci à ESC d'avoir organisé tout cela. Vraiment, félicitations à Excellence en Santé Canada aussi. Alors, je suis un médecin de famille. J'ai également des antécédents avec l'ingénierie biomédicale, avec une concentration sur les technologies numériques et les soins virtuels. Alors, je peux offrir une perspective pratique et ça fait quelque temps que j'avais au sein de ESC. J'ai été impliquée sur plusieurs programmes et c'était vraiment de voir comment chaque programme travaille à partir du programme précédent. Les leçons sont apprises et à partir de ces leçons, les mêmes erreurs ne sont pas faites. J'ai vu toute une variété de projets en termes de rayonnement, d'envergure, la diversité des populations concernées, etc. Ça a été formidable de voir toutes ces approches novatrices et la passion en vue d'améliorer la qualité des soins, surtout étant donné les ressources limitées euh, auxquelles nous avons accès dans le monde de la santé. Et les projets. Bon, il ne s'agit pas de résoudre un problème particulier au sein d'une communauté spécifique. On parle d'élaborer des principes et des pratiques et c'est très enthousiasmant de voir, comme on l'a vu, que plusieurs de ces projets sont adaptables et sont des projets évolutifs et d'autres communautés d'un bout à l'autre du pays peuvent en profiter.
Nous avons tous vu la valeur de partenariat avec les patients et d'autres encore. À la dernière réunion, on a parlé du terme coach et quelqu'un a dit que le terme coach ou accompagnateur n'était pas tout à fait le bon. J'y ai réfléchi, d'ailleurs, moi aussi. Facilitateur, partenaire en mise en œuvre, on pourrait dire, je ne sais pas. Mais le fait est que, voilà, nous apprenons tous des uns des autres. Ce programme m'a montré la valeur de ces soins, l'humidité culturelle, etc. Et nous allons adopter une approche différente. Donc, c'est important sur le plan professionnel, mais pas que, sur le plan personnel aussi. En tout cas, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec tout le monde au sein de ESC et toutes les équipes et je suis très reconnaissant de pouvoir être ici et de pouvoir travailler avec vous. Alors, merci, je vous dis merci. Merci, Kevin, pour vos réflexions. Et nous aimons beaucoup travailler avec vous. Et je suis sûre que vous allez continuer à être impliqué dans d'autres offres. Et je vais en parler très rapidement, sous peu. Alors, merci beaucoup déjà pour vos belles paroles. Il y a Larry qui va parler, qui va également faire un commentaire brièvement. On aimerait pouvoir rester ici toute la journée, vous imaginez bien. Mais toutes les équipes ont mis de l'avant des pratiques uniques pour améliorer cet accès équitable à ce type de soins. Alors, je me demandais, de votre point de vue, comment ces organisations de soins primaires peuvent mieux identifier et établir des partenariats avec les personnes et les communautés qui ont besoin d'équité afin d'orienter les efforts d'amélioration et de s'assurer qu'elles bénéficieront des différents résultats, des différentes pratiques. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde pour les différentes présentations. J'apprécie beaucoup le travail que vous avez fait et le dévouement dont tout le monde a fait preuve. Je pense que nous avons connu de bons exemples. Je commence toujours avec ce point-ci. Les communautés doivent devenir de réels partenaires. Le personnel peut avoir un plan, mais ça prend de la participation de la part de la communauté pour assurer que tout cela fasse écho et, et soit authentique et soit le reflet de la réalité. C'est les gens de la communauté qui sont les experts sur leur propre réalité. Voilà, déjà. On a entendu parler d'autres présentations, n'est-ce pas? En termes d'équité, d'avoir des défenseurs et des salles qui sont sûres du point de vue culturel, d'avoir de la nourriture, des nourritures traditionnelles. Ce qu'on entend dire, avoir la capacité ou l'occasion de regarder à l'extérieur de la façon normale de faire les choses. Alors, vous offrez non seulement de l'accès, mais aussi euh, de l'égalité pour ce qui est de l'offre des différents programmes. Quelqu'un a dit quelque chose qui parle de l'importance de la communauté, être visible, d'être présent au sein de la communauté, de tâter le pouls, d'écouter, de raconter des anecdotes, des citations, des histoires, de s'asseoir avec les gens de la communauté, tout ce qui reflète la valeur que eux perçoivent et reçoivent suite à vos activités. Alors, les leadership, pas seulement organisationnel, mais leadership au sein des communautés, pour s'assurer que les besoins des communautés soient respectés, soient authentiques. Voilà, ce sont que quelques-uns des éléments dont j'avais envie de parler, que je voulais soulever. Ah oui, on est très reconnaissant de ce que vous partagez avec nous, Larry. Merci beaucoup. Linda, je vais aussi vous céder la parole brièvement avant qu'on termine quasiment ce webinaire. Alors, dans la première partie de ce webinaire, vous avez euh, réfléchi avec Larry à la valeur que le programme d'ESC a apporté au travail d'améliorer des équipes. Parmi les exemples de la valeur apportée par le programme ESC, citons la promotion de l'apprentissage interjuridictionnel, l'acquisition des compétences et la sensibilisation des équipes et la manière de mieux intégrer les récits des perspectives des patients et de la communauté dans leur plan de mise en œuvre et d'évaluation et l'observation selon laquelle le programme de SC a aidé les équipes à faire preuve de créativité dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des pratiques. Donc, l'importance de la créativité avec leurs pratiques prometteuses et leurs efforts qui visent l'amélioration. Oui, merci Jennifer. Je pense que nous avons entendu parler les équipes et merci encore à toutes les équipes qui ont fait des présentations ici aujourd'hui, ainsi que d'entendre parler les autres équipes et le travail formidable que font les gens. Ça a été tout un plaisir de faire partie de ce projet. Je pense
que ce que j'aime à propos de tout cela, c'est que ESC ajoute tellement de valeur. Ils ne font pas que donner de l'argent. ESC n'est pas qu'un bailleur de fonds. C'est cette valeur ajoutée. Les gens parlaient de rassemblement à Winnipeg et d'être possible que ce soit possible d'échanger grâce à ces webinaires et la communauté de pratique, etc. Une des beautés de ESC est de permettre cette créativité et de laisser les gens agir à partir du point où ils se trouvent, à toutes les étapes du projet, peu importe où ils se trouvent, les étapes de mise en œuvre. Et si les gens doivent changer leur parcours parce que quelque chose ne fonctionne pas, eh bien, ils encouragent et soutiennent cela aussi. Donc, le soutien euh, est là dès le départ jusqu'à la mise en œuvre. S'il faut changer ou rectifier le tir, c'est correct aussi. Et de soutenir la créativité comme dans le domaine de l'évaluation, on aime beaucoup voir ces chiffres d'augmentation d'accès, mais aussi on aime écouter les histoires, les récits et soutenir ces évaluations à multiples facettes. Je pense que c'est très important. Et en guise de conclusion, rapidement, Jennifer a parlé de cette approche porte ouverte et je pense que cela fait partie de ce qui est le plus important. Les équipes sont toujours à l'aise pour dire nous avons besoin de ceci, de puiser même les soutiens dont ils ont besoin. C'est important à travers tout le projet, la vie du projet. Et je pense que c'est de cela que va partir Jennifer bientôt. Merci beaucoup. Il va y avoir une partie 3 pour qu'on en entende parler davantage. Alors, je vais vous donner une petite idée des nouvelles offres de SC pour l'avenir et merci beaucoup à tous les présentateurs. Alors, on va vous parler un peu des offres qui s'en viennent. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, nous avons une série de programmes qui vont aborder les domaines que vous voyez, promouvoir les soins sûrs et centrés sur la personne en soins de longue durée. Bon, il y a d'autres choses encore. Soutenir plus de personnes aînées pour qu'elles vieillissent chez elles, élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services d'urgence et améliorer l'environnement, etc. Prochain cliché. En fait, on va même aller au prochain ensuite. Voici quelques-unes des offres pour lesquelles il va y avoir un webinaire au mois de mai pour vous en sachiez un peu plus. Vous pouvez donc vous inscrire au bulletin. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle Programme d'amélioration de l'accès aux soins primaires. On parle de réduire les visites aux services d'urgence, toujours avec les soins primaires. On veut renforcer, consolider ce que font les équipes déjà dans ces domaines, toujours avec cette approche basée sur les forces. Alors, ce modèle reconnu d'amélioration de la qualité accroît l'accès des patients à leur équipe des soins primaires en temps voulu. Et ce programme contribuera à systématiser le recours à la prescription sociale et les équipes paramédicales pour fournir aux patients et patientes des ressources locales, non médicales, en vue d'améliorer leur santé et leur bien-être. Vous avez entendu parler François et cette programmation et cette offre est basée sur le travail que François et ses collègues, Isabelle Gavry et Mylène Breton, ont mené, ainsi que d'autres travaux du Alliance of Health Community Ontario. Alors, restez à l'écoute pour en savoir plus. Bon, je reviens à la question paramédic et prescription sociale. Je l'ai déjà dit, on parle de vraiment contribuer de façon systématique au recours à la prescription sociale, mais au prochain cliché, il y a autre chose. On parle de renforcer les soins intégrés et bon, qui va soutenir ces organisations, toujours basées sur ces modèles, et aussi un défi soins appropriés. Elle offre des ressources et une reconnaissance aux équipes qui proposent des solutions reposant sur diverses approches pour atteindre cet objectif de transformation, toujours pour réduire le stress dans les services d'urgence. Comment en apprendre davantage? Inscrivez-vous, abonnez-vous à notre infolettre et vous pouvez avoir des informations sur ces webinaires et dès que ces offres sont lancées, on va également inclure dans la boîte de clavardage, nous venons d'avoir lancé notre programme de formation qui est disponible maintenant. Alors, je sais qu'on dépasse un peu le temps là, mais s'il vous plaît, avant de quitter, complétez le sondage pour le webinaire d'aujourd'hui qui nous aide vraiment avec nos différents processus et nous assurer que l'on offre, que l'on on cible bien nos programmes et qu'on offre quelque chose qui réponde à vos besoins, qui fasse écho. Alors voilà, c'est sur l'écran. Merci de compléter tout cela pour nous. J'aimerais dire
tandis que vous complétez ce sondage. Merci beaucoup, encore une fois. Merci de venir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont fait des présentations et l'équipe de production extraordinaire que nous avons dans les coulisses et qui sont les gens qui font en sorte que tout cela est possible. Alors, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce programme de ce qu'on appelle consolider les soins primaires, mais ce n'est pas la fin et des équipes. Ces équipes vont continuer avec ces nouvelles offres dont je vous ai parlé. Alors, merci beaucoup et passez une excellente reste de la journée et reste de la semaine.